Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et messieurs. Ce soir, nous allons parler de la rumba congolaise. Alors, nous allons recevoir pour vous une icône de la musique congolaise. Donc, nous vous laissons découvrir de qui il s'agit. Bonjour messieurs. Bonsoir, Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? je suis Manouakou Félix, Pépé Feli, Manouakou, ça c'est le nom d'artiste. Je suis auteur-compositeur, guitariste, interprète, arrangeur et j'ai participé à plusieurs projets pendant toute ma carrière qui dépasse déjà 50 ans. Ok, ça c'est bien. Merci beaucoup pour la présentation. Et si nous comprenons bien, vous évoluez maintenant en Europe ou bien vous vivez en Europe? Je vis en Europe et je travaille sur plusieurs projets. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire, pouvez-vous nous donner votre parcours musical, votre Alors, carrière? mon parcours musical n'est pas très long. J'ai débuté dans l'orchestre Belguide. C'est un orchestre de quartier, un groupe de quartier. Et tous les musiciens étaient révoqués. Moi, j'ai été gardé. Et avec la rencontre de Jules Papa Wemba, qui va devenir Papa Wemba, c'est là où on va créer le Zaïko Langalanga incertain, 24 décembre 1969, sur Popo Kabaka 10, commune de Dendal, actuellement commune de Kessavoum. Alors, la première répétition, on l'avait tenue le 25 décembre dans le quartier Ronquin, actuellement Matungé, et c'était chez le président Henri Mongombe, le premier président de Zaïko Langalanga. Alors, la première répétition s'était tenue entre moi et Jules. Donc, on n'était que les deux premiers musiciens. Et après, par la suite, il y a eu d'autres musiciens qui nous avaient rejoints, évidemment, par le concours du comité qui s'occupait de l'orchestre. Et chacun avait quelques connexions et des connaissances, tout ça. C'est comme ça que ça leur avait permis de solliciter des musiciens pour étoffer le groupe. Et après, c'est ça le Zaïko Langalanga. Et on avait fait la première sortie le 28 mars chez Hawaï, Côte d'Azur, c'est sur l'avenue Bongolo et dans le quartier Kimbangu. Actuellement, c'est quartier Kimbangu. Mais je peux dire que c'est Yolo, en face de Kaouka. Alors, c'est là où on avait tenu le premier concert. Puis par la suite, comme l'appétit vient en mangeant, on avait pris l'élan et puis on a continué à jouer. Et moi, j'avais 14 ans. J'aime te retrouver dans ce circuit, pas par hasard, parce que mon père avait connu des problèmes au niveau de son travail et il ne pouvait pas vraiment supporter deux grands garçons dans la famille pour leurs études et tout ça. Et moi, j'aimais retourner sur la musique. Comme on avait la guitare à la maison, je me suis dit, bon, je vais apprendre cet instrument. Et partant de cet instrument, je dois parvenir à gagner ma vie, à gagner de l'argent et à aider la famille, à aider papa. Et Dieu merci, ce vœu a été accompli. Et j'ai vécu de la musique pendant 20 ans au Zaïre, Congo actuellement. Et puis, jusqu'à ces jours, je continue. Oh, ça c'est bien. Alors, parce que nous parlons plus de la rumba congolaise, comment avez-vous observé l'évolution de la rumba congolaise au fil des temps? En fait, la rumba congolaise, là, c'est mes observations personnelles. Je souhaite mettre une vision comme à l'époque quand on avait les 6 provinces. On avait le drapeau bleu avec 6 étoiles et une grande étoile au centre. Alors, les 6 étoiles représentaient les 6 provinces. Alors, moi, la rumba, je la vois comme ça. Donc, les musiques traditionnelles de ces 6 provinces-là, le Kivu, le Katanga, le Kasaï, le Congo central, Équateur et l'oriental,
C'est ça qui formait le Congo à cette époque-là. Alors, les musiques traditionnelles de toutes ces provinces-là, ce sont des brèches tout autour. Et au milieu, au centre, c'est la rumba. C'est ce que nous appelons la rumba congolaise. Parce que cette rumba congolaise s'est fait nourrir de toutes ces musiques traditionnelles. Les gens ne font pas tellement attention, mais moi, c'est ça la conclusion que je peux apporter à ceux qui s'intéressent à écrire l'histoire sur la musique congolaise, sur la rumba. Moi, je vois ce cliché-là. Donc, on a toutes les influences des musiques traditionnelles du Congo dans cette rumba. Ça, c'est vraiment très, 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 très intéressant parce que nous avons eu à interviewer plusieurs musiciens. C'est comme si les gens ont du mal à distinguer la rumba congolaise de la musique traditionnelle et d'autres musiques. C'est Alors, la même musique. oui, c'est là, nous voulons profiter de votre présence pour poser cette question. Parlons d'abord sur le timeline, comme on le dit en anglais. Quand est-ce qu'on peut dire que la rumba congolaise a exactement commencé? Alors, si nous remontons le temps, nous revisitons l'histoire. À une époque, le colonialiste qui dirigeait et qui présidait à la destinée du Congo avait besoin de la main-d'œuvre. Et il avait sollicité cette main-d'œuvre en Afrique de l'Ouest. Alors, les gens qui étaient venus de l'Afrique de l'Ouest, quand ils avaient débarqué à Léopoldville, dans leur bagage, ils avaient les guitares, les trompettes. C'est cette influence-là qui avait permis d'introduire les instruments qu'on peut appeler modernes dans la musique congolaise, dans la rumba congolaise de l'époque. Parce qu'avant, on n'avait pas les orchestres. On n'avait que des groupes vocaux qui chantaient et qui jouaient les maracas fabriqués avec des boîtes de conserve. À cette époque-là, la capitale du Congo se trouvait à Vivi, à Boma, d'où le premier orchestre qui a été créé par un Ghanéen, c'était à Matadi, à Boma, Boma Matadi. Les Ouest-Africains travaillaient beaucoup, souvent dans des bateaux. C'est eux, quand ils s'arrêtaient à Matadi, ils formaient aussi les gens qui s'intéressaient à jouer à la guitare, à l'accordéon, à l'harmonica. C'est comme ça que la guitare a été introduite au Congo. Et quand la capitale fut transférée à Léopoldville, alors c'est là où tout était parti. Les Grecs sont venus dans leur commerce, ils vendaient des habits, des trucs à manger. Après, ils avaient compris qu'il y avait un bon investissement dans la musique, dans la culture. Et ils se sont mis à investir dans la musique. Ils ont commencé par créer des studios d'enregistrement, des labels pour produire les disques et organiser les musiciens de cette époque-là, nos maîtres. Donc, on peut citer les noms comme Bouane, qui était déjà un impresario, qui travaillait bien déjà avec la direction des éditions et tout. Bouane, il y a Jimmy Zachary, il est du Centrafrique, c'est un centrafricain, mais qui travaillait à Brazzaville. Il était un administratif à Brazzaville. Alors, Boran était c'est congolais. lui, Boane congolais des deux Congos. OK. Ouais. Alors, c'est Jimmy et Boane qui avaient plus influencé et formé des artistes. Évidemment, avec l'aide des Grecs qui tenaient le business. Et c'est là où Jimmy va former, il va former
le grand frère de Dr Nico, Desho Mongala et Tino Barroza. Et eux, à leur tour, ils vont former Dr Nico. Et Bowane va former Dewayon, et Dewayon, à son tour, il va former Franco. Donc, c'est comme ça que le relais s'était transmis d'une personne à l'autre, d'un maître à l'autre, d'un maître au disciple, à l'étudiant. Puis voilà. Et après, il y a eu l'époque où les formations musicales prenaient place. Ouais. Alors, d'abord, c'était l'orchestre Victoria qui a été créé au Congo-Brazzaville. Et Wendo partait souvent aussi à Brazzaville. Au fait, Brazza et Kinshasa, c'était la même ville. Ouais. Les gens quittaient Brazzaville pour venir travailler à Léopoldville et d'autres quittaient Léopoldville pour aller travailler à Brazzaville. Donc, il n'y avait pas la frontière, les mêmes coutumes, la même musique, tout ça. Alors, Wendo partait souvent voir Paul Okamba là-bas, à Brazzaville, qui avait créé Victoria. Et par la suite, Wendo va créer aussi Victoria à Léopoldville et continuer son chemin. C'est comme ça qu'il y a eu la prolifération des orchestres et à l'époque de nos aînés, nos maîtres, le producteur, l'éditeur avait compris une chose. Il avait des têtes d'affiche qui travaillaient pour son label et il avait réussi à constituer un trio. Et ce trio réunissait 3 guitaristes qui étaient chanteurs en même temps et auteurs-compositeurs. Qui sont? Donc, il va créer le trio BOW. Le B là, c'est Bukassa. Mhm. C'est Bukassa qui avait remplacé Boane. Normalement, c'était la place de Boane. Mais quand Boane était parti pour d'autres choses ailleurs, bon, c'est Bukassa qui avait pris la place. Donc, le B, c'est Bukassa. O, c'est Oliveira, mon grand-père. Et le W, c'est Wendo Colossoy. Alors, ce trio-là avait fourni un répertoire qu'ils avaient travaillé les 3 et ils avaient chanté en trio. Et puis, à côté de ça, chacun faisait aussi ses enregistrements avec sa propre formation. Et c'est comme ça que ça a pris de l'ampleur et après, il fallait créer quand même les ondes, le média. Et ils avaient créé la radio parce qu'on ne peut pas enregistrer une musique et ne pas l'écouter, ne pas diffuser cette musique. Donc, ça va rester dans les tiroirs. Donc, les Grecs ont ouvert les premières stations de radio et ils ont apporté aussi ça s'appelle les phonos. Hein? À Oui. l'époque, ça fonctionnait avec des manivelles, tout ça. Ils ont fourni ça parce que pour consommer la musique, il faut avoir cet électrophone. Mais c'était manuel, mécanique. Et en écoutant une nouveauté à la radio, vous allez vous précipiter pour aller acheter le disque et vous avez le tourne-disque à la maison, le phonon, le phonographe, et puis vous écoutez pendant les fêtes, c'est ça qui égayait les familles. Après, ça a pris de l'ampleur, ça s'est développé, et puis jusqu'à la venue de l'époque des Grands Calais, Franco, Rochereau, Dr Nico. Et l'instrument électrique avait pris place, surtout la guitare électrique, qui a été introduite par un Belge, Alexandre Bill, qui travaillait aussi dans la maison CEFA à Brazzaville. Donc, c'est lui qui était le directeur artistique. Et puis, c'est lui qui avait introduit la guitare électrique dans la rumba congolaise. Parce que quand on écoute la chanson Indépendance, Tcha-Tcha, Tozouie, Indépendance, Tcha-Tcha, Toubakidi, Nico avait joué une guitare acoustique. Ce n'est pas une guitare électrique. C'est une guitare acoustique. Parce qu'à cette époque-là, la guitare électrique n'était pas encore introduite.
Oh, ça, c'est vraiment intéressant. C'est vrai. Donc, en bref, si on peut retenir, on peut dire que Bukasa, Wendo et le troisième, c'est qui? Oliveira, Manuel d'Oliveira. Oh, oui, donc ce sont eux les précurseurs de la rumba, C'est les pionniers. les C'est les pionniers. pionniers. On ne peut pas oublier Antoine Mundanda. On ne peut pas oublier Paulo Kamba. On doit penser aussi à ceux qui sont de l'autre rive. Donc, on ne peut pas parler de la rumba sans parler du Congo-Brazzaville, sans parler du Congo-Kinshasa, sans parler de l'Angola. Ça, c'est bien. Ces trois pays-là, c'est comme les trois pierres pour mettre une casserole, mettre du feu, tout ça. Il faut trois pierres pour asseoir la casserole. Alors, ces trois pierres-là, c'est ces trois pays-là. Donc, il y a eu des musiciens angolais, il y a eu des musiciens congolais de Kinshasa, il y a eu des musiciens congolais de Brazzaville qui ont façonné cette rumba pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Ça, c'est bien. Maintenant, si je dois représenter la rumba sur un document, disons, si je suis en train d'écrire un livre, alors, quel instrument, quelle photo devrais-je mettre sur la couverture de mon livre pour représenter la rumba? Pour représenter la rumba, il y a trois patterns. Il y a le ngoma, c'est pas pour rien que le grec avait créé le label ngoma, c'est le tam-tam. Oui. Il y a la guitare, puis la voix. Ouais. Ah, ça, c'est bien. Quand vous voyez l'évolution, on avait la guitare acoustique. Maintenant, nous utilisons la guitare électrique et puis tant d'autres instruments. Dans tout ça, vous pensez que la rumba en général est en train d'évoluer, c'est stationné ou bien ça régresse un peu? Bon, à partir du moment que cette rumba est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO, ça veut dire que cette rumba ne nous appartient plus. C'est la musique de tout le monde maintenant. Chacun peut l'utiliser. Et là, j'interpelle tous les artistes congolais qu'ils arrêtent de dormir, qu'ils se réveillent, qu'ils revisitent les musiques traditionnelles, qu'ils écoutent nos maîtres du passé, voir le chemin qu'ils avaient tracé, et ça leur permettra de continuer à être compétitifs. Parce que si demain ou après-demain, les Colombiens produisent une rumba congolaise mieux que ce que nous produisons, nous allons perdre le marché. On va perdre le marché, ça c'est clair. Ça, c'est vraiment clair. Et là, ça me pousse à vous poser cette question. Vous croyez que la rumba a beaucoup influencé d'autres musiques? Au fait, moi je le résume autrement. Chaque artiste se nourrit des autres artistes. Oui. Chaque musique se nourrit aussi des autres musiques. En écoutant l'évolution des autres, on peut cerner le plan, on prend le plan, mais on ne fait pas le plagiat. Oui. Par exemple, il a fait couplet, refrain, et puis la musique. Donc, on peut reprendre ce plan-là, nous créons à notre façon, comme nous faisons notre rumba, couplet, refrain, et puis on met la musique. Ou bien refrain directement jusqu'à la fin. Donc, c'est au niveau de la structure que moi, je pense que toutes les musiques s'influencent. OK. Donc, pas particulièrement la rumba, mais toutes les musiques. Toutes les musiques. Ah, ça, c'est bien. Maintenant, comment vous percevez l'impact de la rumba ici à la diaspora? Bon, ici à la diaspora, euh, une fois j'avais discuté avec quelqu'un de Wallonie-Bruxelles de Kinshasa.
il voulait mettre un projet en route. Et il avait fait appel à moi, mais malheureusement, ça ne s'était pas concrétisé, faute de la pandémie qui avait pris place dans nos quotidiens, dans nos vies et tout ça. Donc, son vœu était que la Wallonie-Bruxelles finance et que j'aille à Kinshasa pour encadrer les guitaristes. Parce qu'il semble que la guitare se perd un peu dans cette rumba. Ouais. Alors que la guitare, elle est très, très, très riche. Il y a une grande richesse. Quand tu prends toutes les musiques traditionnelles, rien que sur la découpe que je fais sur 6, c'est-à-dire qu'on a 6 clichés à exploiter. Donc, on ne peut pas faire une monotonie. Un titre, on va à l'Équateur, l'autre titre, on va au Katanga, et la suivante, on va au Congo central, Bandundu, tout ça. Il y a une diversité, on va au Kasaï, il y a une diversité. Alors, quand vous produisez votre album, il n'y aura pas de monotonie. Il y aura une diversité des formes, des structures. Enfin, moi, la chance que j'ai, que j'ai fait les beaux-arts, donc je connais les arts. Donc, tel que je vous parle là, Oui. je le vois en image. Oui. Donc, le musicien aussi doit voir en image. Parce que le son, à l'aide de son, on peut produire des images. Parce que c'est le support seulement qui change normalement dans chaque corporation artistique. Oui, bon. Donc, si je peux me permettre de parler de la rumba congolaise, de Oui. son évolution, je déplore que les jeunes ne travaillent plus la guitare. Là, On c'est est en seulement train les de jeunes. perdre la guitare. Seulement Et les c'est le jeunes. synthétiseur qui prend la place. Oui. Ouais. C'est pas bon. OK. Maintenant, ayant découvert d'autres musiques, par exemple ici en Europe, euh, en comparaison avec notre musique, qu'est-ce que vous pensez que la rumba a de particulier que les autres musiques n'ont pas? Mais c'est nos musiques traditionnelles. C'est ça la particularité. Parce que moi, quand j'excellais dans ce métier, quand je suis arrivé dans ce métier, mon frère aîné m'avait offert un poste récepteur qui me permettait de capter la France Inter. Oui. Et avec ce poste récepteur, je captais aussi la voix de l'Amérique. Et puis, je recevais les journaux, ça y est, le copain. Donc, j'avais l'information de tout ce qui se passait sur le plan international au niveau de la musique, au niveau des machines, des appareils, des pédales, tout ça. J'étais informé, j'avais l'information tout le temps. Mais cela ne m'a pas poussé de jouer la guitare comme les Blancs. Je continue à jouer la guitare comme nos musiques traditionnelles. Et moi, je l'ai toujours dit, moi, ma guitare, elle restera traditionnelle. Ma guitare n'est pas une guitare moderne, non. C'est une guitare traditionnelle qui, qui a ses racines dans nos musiques traditionnelles. Ne pensez-vous pas que les jeunes ont tendance à suivre ce qui s'est fait ailleurs euh, parce ils ont besoin de vendre? Parce qu'il me semble que rester dans le traditionnel n'est pas vraiment très commercial. Ah, ça dépend maintenant de quel public on vise. Et puis, la chose la plus difficile dans l'art, c'est quoi? C'est l'empreinte. Il faut avoir l'empreinte. Oui. Comme nous, notre empreinte, c'est nos musiques traditionnelles et notre rumba. Mais si vous prenez la musique traditionnelle de l'Équateur, mais c'est le jazz. C'est le jazz. La plupart des musiciens de jazz s'abreuvent dans nos musiques traditionnelles. Vous prenez la musique du Kasaï, mais c'est la salsa. C'est la salsa.
Donc, on a tout ce qu'il faut pour tourner aussi sur le plan international. On a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin d'aller copier ce que font les Américains ou bien aller copier ce que font, je ne sais pas, qui d'autre. Au fait, un artiste doit avoir l'empreinte qui va représenter sa culture. Mais quand on commence à aller piocher ailleurs, on devient acculturé. Merci beaucoup. Nous avons parlé du trio EOW, Ah, Bukasa Oliveira Wendo. oui, Bukasa Oliveira et Wendo. Ouais. Alors, si nous pouvons nous permettre de les appeler comme la première génération de la rumba congolaise, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec nous. Ah, il figure parmi les pionniers, ça c'est clair. Je ne peux Oui. pas discuter. Maintenant, qui sont les pionniers de la deuxième génération? Bon, moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Dans la musique congolaise, on parle de génération. J'ai jamais entendu dans la musique américaine parler de génération. La première génération, la deuxième génération, troisième, quatrième, cinquième, ça n'existe pas. C'est seulement au Congo, je ne sais pas. Ça tient sur quel critère? Je ne sais pas, je comprends rien. On est musicien ou bien on n'est pas musicien. On fait la musique ou bien on ne fait pas la musique. Hein? Il n'y a pas de musique de première génération, il n'y a pas de musique de deuxième. C'est la musique, c'est la continuité, c'est la suite. Parce que si on doit parler génération, alors la jeunesse qui est arrivée aujourd'hui dans le métier, ils vont être quelle génération? C'est quantième génération? Mhm. Voilà. Moi, je ne sais même pas, hein, je ne réfléchis même pas là-dessus. Non, je ne réfléchis pas là-dessus. Non. Je trouve que c'est une aberration de parler les générations. OK. Ouais. Parlez plutôt des genres de musique. Ouais. On a des musiciens congolais qui sont vraiment plus focalisés dans les musiques traditionnelles, qu'ils appellent la musique de recherche. Ouais. Mais tout simplement, c'est la musique traditionnelle. Et d'autres qui ont la facilité, qui ont souhaité l'endombolo, ça diffère de ces musiques traditionnelles, des musiques de recherche. Alors, donc, tout est là, chacun choisit la direction qu'il veut. Ouais. Alors, on va parler aussi des générations de la musique chrétienne. Mhm. La musique chrétienne est arrivée à quelle génération aujourd'hui? On ne sait pas. On ne sait pas. Et là, vous nous permettez aussi de poser une question. Et c'est la musique dite chrétienne, c'est aussi une partie de la rumba. Il n'y a qu'une seule musique. Voilà. Il n'y a qu'une seule musique. Pourquoi je me permets de dire qu'il n'y a qu'une seule musique? Parce qu'on a les mêmes notes. On a le do, le ré, le mi, le fa, le sol et le si. Et puis quand on fait euh, le simple, on a 13 notes. Donc c'est les mêmes notes qu'on utilise partout. Alors bon, quand on a pris une chanson de Simaro Massia et on va prendre des strophes dans la Bible et on chante dessus, et c'est la musique chrétienne. On doit se poser une question. C'est une musique tout court. Oui. Pour moi, la musique chrétienne n'existe pas. La musique profane non plus n'existe pas. Il y a les musiques, c'est tout. Il y a plusieurs musiques. Chacun n'a qu'à choisir là où il se sent comme un poisson dans l'eau. Si c'est le ndombolo, tu restes dans le ndombolo. Si tu es capable de faire la musique de recherche en combinant nos richesses de musique traditionnelle, c'est aussi une bonne option, c'est pas mal. Si tu peux faire les deux, ça j'applaudis, j'encourage. Ah, ça, c'est bien. Maintenant, quand on dit que la musique, la rumba congolaise a été reconnue par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel, comment pensez-vous que cela aide à la préservation de la rumba, de notre musique? Juste cette reconnaissance, ça aide à quoi exactement?
Je vous ai dit ça tout à l'heure. Cette reconnaissance au niveau de l'UNESCO veut simplement dire que cette musique ne nous appartient plus. C'est la musique de tout le monde, comme le reggae. Tout le monde peut faire du reggae. Donc au jour d'aujourd'hui aussi, cette rumba, n'importe qui peut se l'approprier. Donc le moment est venu pour que l'artiste congolais puisse faire tourner son cerveau et préserver et maintenir cet élan et rester toujours maître de cette musique. Comment Parce que s'il ne exactement? travaille pas, il va perdre ça. Comment exactement? Parce que maintenant, Ça doit réveiller les gens. oui, maintenant, c'est pour tout le monde. Il y a des musiciens qui ont plus de moyens, ils peuvent mettre les moyens. Et puis, maintenant, qu'est-ce que les musiciens congolais doivent faire pratiquement pour préserver ça? Il faut travailler, il faut chercher, il faut travailler, essayer des combinaisons, tout ça. Et puis, c'est un peu. Moi, je pense toujours à l'expérience qu'on avait fait avec le grand Ray Lema, quand on avait créé les Yatoupas. On Oui. travaillait, on répétait, on travaillait, on ne cherchait rien, on travaillait, on travaillait. Et après, on était parvenu à produire un son qui était particulier. Déjà, rien qu'avec ce piano électrique, combiné avec la guitare, tout ça, et puis une bonne percussion, puisqu'on mettait vraiment la percussion en avant. Donc, ça donnait une autre couleur, et puis on avait tous les auteurs, compositeurs, les chanteurs sur nos dos. Tout le monde voulait se faire accompagner par les Yatoupas. Donc, je crois que c'est la même forme de travail qu'il faut continuer. Nos aînés avaient déjà commencé. Bon, au jour d'aujourd'hui, j'ai fait partie des aînés aussi. Oui, oui. Nous avons aussi fait. Et la génération qui arrive, qui prennent le temps de discuter aussi avec nous, qui prennent contact avec nous. En parlant, en discutant, on peut comprendre certaines choses. Voulez-vous dire que l'avenir de la rumba congolaise est-elle en danger? Non, Elle non, est je ne dirais préservée? pas qu'elle est en danger. Je ne dirais pas qu'elle est en danger parce que il y a certains artistes qui travaillent quand même, Oui, dans le silence. Entre autres, moi-même qui vous parle là. Je oui, travaille. oui, Mais les gens ne savent pas sur quoi je travaille, mais je travaille. oui. Viendra le moment où ça sera la période de la diffusion et ils vont écouter ce qui va être produit. Mais dans le concept de la rumba, aller défendre la rumba aux États-Unis, partout, partout, en Afrique. Voilà. Les deux styles, Les écoles de guitare, moi les j'appelle ça écoles, ouais. les écoles de Les écoles de guitare. guitare. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Alors, moi je préfère plutôt parler école. Pourquoi? Oui, Parce que nous avons connu plusieurs maîtres. Et il y a trois noms qui sont retenus. Et ces trois personnes ont tracé une ligne que tout le monde a suivie. À l'époque de l'Ok Jazz et de l'African Jazz et African Fiesta, oui, c'est ça. il y avait ces deux écoles de guitare. Donc, l'école de Franco Demba et l'école de Dr Nico Style Fiesta, qui vient de Jimmy Zachary Dakari. et Tino Barroza aussi. Mais la personne qui a tenu longtemps le flambeau, c'est Dr Nico. C'est la raison pour laquelle que cette palme lui revient. Alors, du côté du style Odemba, c'est Franco aussi qui est resté très constant. Il est resté longtemps dans la création et puis il a été beaucoup imité. Les jeunes ensembles qui se créaient, ils piochaient les partitions de Franco, tout ça. Ouais. Alors, la troisième école de la guitare qui est venue se joindre là, c'est l'école que j'ai mise sur pied. Ouais. Le style Zaïko, parce qu'au fait, on ne peut pas parler de style Zaïko sans parler de style Manuako, parce que c'est moi qui ai imprimé ce style-là. Ce n'est pas pour me rendre plus gros que le bœuf, non. Mais c'est la C'est une réalité. réalité. C'est la réalité. Une réalité. Donc, c'est moi qui ai posé le cliché Zaïko et puis qui ai amené
cette troisième école parmi les deux qui avaient déjà existé. Et j'ai été couronné par les aînés. Docteur Nico m'en avait parlé lui-même. Franco aussi. Donc, j'ai été reçu dans leur cercle. Donc, on est les trois qui avons tracé des lignes et que les autres instrumentistes ont suivi et continuent à suivre jusqu'à ce jour. Après vous, jusque-là, vous ne trouvez pas qu'il y a des jeunes qui ont tendance de créer une autre école? Bon, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas, peut-être c'est moi qui n'ai plus, je n'ai plus de bonnes oreilles, peut-être. Quand j'écoute ce qui se produit maintenant, ils jouent tous de la même façon. Il n'y a plus de particularité, il n'y a plus du tout. Tandis que quand moi je suis arrivé dans ce métier, quand j'écoutais Franco, ça n'avait rien à voir avec ce que va faire Nico. Et quand j'écoutais Nico, ça n'avait rien à voir avec ce que Jerry Gérard va faire à Brazzaville, dans le bandeau de la capitale. Quand je vais écouter les Continentales, rien à voir avec ce que Rochereau dans la Frise, ils vont faire. Donc, il y avait une particularité. Mais aujourd'hui, tout le monde joue de la même façon. Les mêmes sons, les mêmes arrangements, les mêmes partoches. La même technique. Il n'y a même plus de diversité au niveau technique. Alors qu'il y en a plein, beaucoup. Il y en a beaucoup. Nous tendons déjà vers la fin de notre entretien. Au début, nous vous avons présenté comme icône, et puis pendant qu'on développait, on comprend vraiment que vous êtes l'icône de la rumba congolaise. Alors, y a-t-il une expérience, une anecdote ou bien conseil particulier que vous pouvez donner aux musiciens congolais ou bien à tous ceux qui pratiquent la rumba congolaise comme héritage aussi que vous pouvez laisser? Ce que je peux leur dire, c'est d'écouter tout ce que les aînés ont fait. Ceux qui m'ont même précédé, écouter ce qu'ils avaient fait et puis essayer de suivre la chronologie. Comment ça a développé, comment ça a évolué, tout ça. Une fois que la personne arrive à cerner la globalité de cette histoire-là, et pourra s'approprier. Donc la rumba va devenir une partie de lui. Parce qu'il sera en mesure de jouer du franco, il sera en mesure de jouer du nico, il sera en mesure à jouer du manuaku, alors il peut faire le tour du monde. Tu combines seulement ces trois-là, tu vas créer autre chose. C'est les combinaisons qui permettent à trouver des choses qui n'ont pas encore été faites. Mais autrement, les éléments existent déjà. On ne va plus inventer les éléments, mais c'est les combinaisons qu'on peut trouver, d'autres combinaisons qui n'ont pas encore été utilisées. Ah. Je ne sais pas si c'est clair. C'est vraiment clair. Il y a une dernière question. Là, c'est pas vraiment pour les musiciens, mais c'est plus pour les chercheurs ou bien tous ceux qui s'intéressent aussi de la rumba congolaise. Il y a des livres, il y a des sites internet, il y a plusieurs, comment dirais-je, matériels que les gens consultent pour parler de la rumba congolaise ou bien pour écrire sur la rumba congolaise. Il vous est déjà arrivé de trouver des informations que les gens utilisent et vous dites que ça, c'est faux. Par exemple, parlant, ouais. En 2013, je me suis retrouvé aux États-Unis. J'avais une tournée qui m'avait pris une année. Et j'avais passé quelques moments dans des bibliothèques où j'ai vu certains Américains qui avaient écrit l'histoire de la rumba congolaise. Mais c'est des faussetés. C'est là où je donne raison à Lumumba qui a toujours prôné, qui a toujours dit que le Congolais doit écrire son histoire lui-même. Donc nous devons écrire nous-mêmes. Pendant que nous sommes encore là en vie, c'est maintenant que vous pouvez nous tirer les vers du nez, nous sortir ce que nous avons dans les tripes. Comme ça, vous pouvez le coucher dans des vidéos, dans des livres, dans tout support possible. Et ça va permettre à préserver
et à pérenniser cette histoire, l'histoire de la musique et plus précisément la culture congolaise. Parce que la musique fait partie de la culture congolaise. Oui. Donc, c'est un des maillons qu'on trouve dans la culture. Parce qu'il n'y a aucune manifestation qui se passe au niveau traditionnel, l'accouchement, le baptême, la sortie de la maison, le deuil, le mariage, sans qu'il y ait la musique. Il y a toujours la musique. Donc, s'il y a quelque chose qui nous accompagne de la naissance à la mort, c'est la C'est la musique. musique. Merci beaucoup. Merci. Nous vous remercions du fond du cœur pour votre esprit d'ouverture, pour votre expérience, pour vos connaissances. Je sais que le ventre est plein. S'il y a quelque chose qu'on n'a pas pu vous poser comme question, vous pouvez nous ajouter. En tout cas, nous sommes disposés à écouter. D'accord. Oui, Il n'y a oui. pas de souci, on est ensemble. Merci beaucoup. Merci. Merci.